Bon lundi tout le monde, dernier jour de novembre, bienvenue à On Jase. J'espère que vous êtes en forme pour cette toute nouvelle édition. Édition spéciale, on va parler aujourd'hui pas mal de courses automobiles. Et comme à l'habitude, vous voyez qu'on porte notre masque. Évidemment, c'est notre façon à nous de vous rappeler l'importance de porter le masque et évidemment de respecter les règles sanitaires, distanciation sociale, lavage de mains, c'est très important. On respecte les choix de tout le monde, mais nous, de notre côté, on tient à le faire comme ça à chaque ouverture d'émission. Dès le départ, je souhaite la bienvenue à mon partenaire de jeu. Et j'avais trouvé un mot pour le qualifier, mais là, dès qu'il est arrivé en onde, j'ai immédiatement changé. Donc, aujourd'hui, je souhaite la bienvenue à mon ami Martin Cleancut Lemay. Salut, Martin. C'est pas mal mieux, ça. Ça va bien, toi? Ça va bien, mais là, j'avais pas le choix. Écoute, t'as trimé la barbe, t'as rasé les cheveux. Un beau petit gars propre. Oui, un beau petit garçon propre, ma mère va être contente. Mais hey, Yann, parlons tout de suite du timing des choses. Écoute, la semaine passée, il y a 2 semaines, je pense, je t'appelle et je te dis, Yann, faut pousser plus loin, faut aller plus loin, allons dans d'autres sports. Puis là, il y a eu cette qualification-là de Lance Stroll qui qualifie premier, puis je te dis, organise un show F1. Appelle Pat Carpentier. On va parler de F1. Il est-tu bon, Stroll? Il est-tu pas bon? Je trouve que l'ajout de Carpentier à Bertrand et Pierre fait un maudit job. Je dis, il y a quelque chose à jaser là. On essaye ça. Tu fais le booking, ça marche avec Pat. Puis hier, il y a cet accident catastrophique. Écoute, j'étais en ondes live à la radio quand c'était arrivé pour faire le breaking news, si tu veux. C'était tout simplement hallucinant d'avoir assisté à quelqu'un qui a réussi à se sortir d'une situation qui aurait dû lui coûter la vie. Bref, le timing est épouvantable pour avoir un show comme on aura aujourd'hui. On va avoir Pat Carpentier. On va avoir également le jeune Lessard qui va être avec nous autres pour venir nous jaser de NASCAR, de lui, sa carrière, et également, bien sûr, on va avoir son opinion, lui qui est pilote actif. Donc, on a un pilote, un vieux pilote puis un jeune pilote. Ah, c'est ça. Ben écoute, t'as raison, le timing des fois. Tu sais, j'ai tout le temps d'envie, là. Tu sais, ça prend un peu de chance des fois, mais souvent, on fait notre chance. Puis c'est un peu ça qu'on a fait la semaine dernière en décidant d'y aller d'une émission comme ça consacrée à la course automobile, en se disant, bon, on va mettre ça lundi. C'est au lendemain de la course qui a eu lieu hier à Bahreïn. Donc, on a dit, on va faire une belle suite, ça va être le fun. Puis là, le hasard a fait que cet événement tragique hier, qui aurait pu être beaucoup plus tragique, là, heureusement, dans le cas de Romain Grosjean, il s'en est sorti. Là, on va pouvoir en discuter ce midi. Mais ce qui va être le fun aussi, c'est que les gens peuvent commenter. Vous avez des commentaires, des questions pour Patrick Carpentier, pour Raphaël Lessard. Faut pas vous gêner. Vous nous écrivez sur le rds.ca, sur Facebook Live, peu importe la plateforme, vous nous envoyez vos questions, vos commentaires, on va en parler. Hey Martin, on a le temps parce qu'on tente d'établir la communication avec Patrick, mais moi je te raconte, tu disais que hier matin, tu étais à la radio quand tout ça est arrivé. Moi, je suis ça, la F1. J'ai toujours aimé ça. C'est sûr que les années entre, admettons, Jacques Villeneuve et Lance Stroll, des fois, j'avais un peu moins d'intérêt, mais quand on a un pilote québécois ou canadien qui est là, puis là, il y a Nicolas Latifi également, ça rallume un petit peu l'intérêt. Puis moi, le dimanche matin, c'est comme sacré. Samedi matin, dimanche matin, la qualif et la course, j'aime ça. Je m'installe avec un café, tranquille, je regarde ça. Puis là, hier matin, écoute, je m'installe, puis là, c'est un grand prix de soir, c'est différent. On a hâte de voir comment Stroll va réagir. Et là, au départ, quand c'est arrivé, je te le jure, le cœur m'a arrêté, puis je suis convaincu qu'il y a plein de gens qui ont ressenti ça au même moment. Tu sais, c'est arrivé vite, puis là, tu avais la boule de feu. Puis là, tu n'as pas d'image, tu n'as rien parce que, évidemment, la diffusion internationale ne savent pas ce qui arrive avec le pilote à ce moment-là. Puis là, tu as comme 1 minute d'angoisse. Puis là, tu as les gars, tu sais, tu as Pierre, Bertrand puis Patrick qui ont beau essayer de donner des explications. On ne savait même pas c'était quel pilote. Écoute, ça donne froid dans le dos. Puis là, après comment ça, qu'on a fait pour le... Heureusement, il s'en sort indemne. Sais-tu comment on a fait pour savoir le pilote? Parce que, tu sais, comme je t'ai dit, moi, je suis live en ondes, puis là, j'annonce qu'il y a une boule de feu, un accident d'une violence incroyable. Et là, je suis sûr que Pat, on va l'avoir dans quelques instants, a fait la même affaire que nous autres. Tu te mets à regarder la grille et tu cherches un par un, puis tu y vas par élimination. C'est cool, c'est ça. Les deux roses sont là, les 2 blancs sont là, les 2 oranges sont là, les 2... Et là, on se met à chercher...
On va aller le rejoindre tout de suite, Pat Carpentier. Puis c'est un gars avec qui j'ai fait des entrevues dans le passé à la radio. Je suis tellement content de le retrouver. Pat, comment ça va? Hey, ça va bien, vous? Salut, Pat. Gars, ça va? Ben oui, ça va bien. Ça va. Écoute, t'étais en ondes toi aussi. Comme moi j'étais à la radio, toi t'étais à la télé. Quand ça a fessé, là, c'est sûr que le feed international ne veut pas nous montrer la mort en direct, ne sachant pas ce qui s'est passé. Vous devez faire la même affaire que nous autres. Vous vous mettez à compter les chars à coups de 2 roses, 2 oranges, 2 bleus, puis vous essayez de trouver c'est qui, là. Oui, puis écoute, tu l'as bien décrit quand tu dis tu regardes qui descend dans le chrono, parce que c'est toute une façon de voir qui. Tu vois la voiture descendre dans les chronométrages, fait que tu sais assez rapidement qui est impliqué dans l'accident. Puis là, on voyait Grosjean justement descendre vers l'arrière du peloton, malgré qu'il était déjà 4-5 positions avant le fond de grille, mais. Écoute, avant d'avoir les images, comme tu le mentionnais aussi, là, la FIA veut pas protège les images au cas de décès, à savoir ce qui s'est passé, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut pas voir. Puis par la suite, on a décidé de montrer les images. Mais écoute, on a eu 2-3 minutes. Je vais t'avouer, Pierre a été excellent pour le voir. Là. Sur sa description, il l'a vu tout de suite à l'arrière du peloton. Là. Fait que non, on était sous le choc un petit peu, toujours des émotions, hein. Pat, je te pose la question avant d'aller dans le détail et tout ça. L'an passé, puis on a fait plusieurs tournages ensemble en Jeu 2.0. Tu m'en as fait vivre des émotions à bord d'une voiture. Là, les gens qui ont peut-être vu ça sur des circuits NASCAR. Puis tu m'as raconté... Tu sais, quand il y a eu des accidents, quand il y a eu... je me souviens pas c'était quel pilote, là, mais tu m'avais raconté que il y en a un, je pense que c'était à Chicago, il était passé par-dessus les barrières de sécurité, puis ça t'avait fait réfléchir. Ouais, je me souviens de ça. Tu t'étais posé des questions. Évidemment, l'accident de Greg Bourne aussi, ça t'a affecté. C'était ton coéquipier. Hier, comment tu t'es senti quand c'est arrivé, ça? Parce que toi, tu l'as vécu, tu as été sur une piste, tu l'as fait pendant plusieurs années. Puis quand ça arrive comme ça, en direct à la télé, tu sais, moi, je racontais que j'étais dans mon salon, je l'écoutais en direct, puis j'ai eu froid dans le dos. Toi, comment tu as vécu ce moment-là hier? Oui, c'est ça, exactement. Écoute, ça ramène tout le temps toutes sortes d'émotions. Tu sais, tant que tu sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Puis écoute, ça me rappelle mes parents, j'en parlais avec eux quand Greg avait eu son accident puis était décédé. Il était allé à une pause commerciale tout de suite. Fait qu'il savait que c'était une voiture bleue et blanche. Mais il ne savait pas lequel des deux était impliqué dans l'accident. Puis il savait que celui qui était impliqué dans l'accident, c'était très, très grave. C'est un accident similaire à ce que Romain Grosjean a vécu, sauf qu'au lieu de frapper la voiture comme ça, je te dirais qu'il a frappé la voiture comme ça, la tête directement sur la bordure de béton. Là, fait que ça a été fatal. Mais écoute, ça ramène tout le temps que ça se passe, que tu n'es pas certain qu'est-ce qui s'est passé. Même après avoir su que Romain Grosjean était correct, était en bonne position, tu as toutes ces émotions-là qui reviennent. Pareil, l'affaire de Greg, tu revis tout le temps un peu ces choses-là. Puis écoute, comme coureur automobile, la chose que tu as le plus peur, il y a 2 choses que tu as peur. C'est de frapper un rail où ta tête va être impliquée, puis merci au halo, là, le nouveau développement au niveau de la sécurité. Puis le feu, écoute, pour un coureur automobile, c'est la pire chose, parce que tu sais jamais si tu vas être capable de sortir de la voiture de un, tu sais pas si tu vas être conscient, parce que ça frappe assez fort normalement pour que ça prenne feu. Puis ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu une chose de la sorte, là, tu sais, ça veut dire que ça se peut que tu sois inconscient. Non, il a été, je vais dire, il a été béni des dieux. Il a une deuxième vie, puis il a été très chanceux. Il y a tellement d'affaires à jaser, Pat, avec ce qui est arrivé hier, avec les histoires que tu viens de raconter. On aurait besoin d'un show de 2 heures. Puis en plus, on veut te poser les questions des gens. Ça commence déjà à rentrer sur la page de On Jase, sur le Facebook de On Jase et le Facebook de RDS. Vous avez des questions pour Patrick, sa course automobile. Ça peut aller de Lance Stroll à sa carrière à lui, aux événements Greg Moore. Moi, je vais t'en poser une tantôt sur Greg Moore parce que je me souviens tellement où c'est que j'étais puis de cette main rouge qui tournait pendant les tonneaux. Comme tu l'as dit, quand c'était allé à la pause, on le savait là, que ça allait pas bien, mais je vais toujours me souvenir de ce gant rouge-là qui tourbillonnait. La première question que je vais te demander quand tu as dit on a peur du feu, as-tu déjà eu à sortir d'une voiture en feu? Et moi, hier, j'ai fait un post puis j'ai dit, lui, l'adrénaline, l'entraînement, l'adrénaline et le courage l'ont permis de sauver la vie parce qu'il y a une vidéo qui existe de 30 secondes entre l'auto n'a même pas fessé le mur encore puis il est dehors à côté de l'auto d'urgence. Donc, as-tu déjà été pris dans une voiture en feu et le temps que ça lui a pris à sortir, as-tu été surpris là, de voir... En plus, tu sais, son cockpit fait face à son derrière d'auto.
quand il sort du char. Je sais pas si vous avez remarqué, les gars. Vas-y, Pat. Oui, exactement. Écoute, c'est toujours la chose que tu as le plus peur. Puis c'est évident qu'il était sonné. Là. Tu pouvais voir que ça avait frappé hyper fort. Puis de sortir de là, c'est l'adrénaline au fond. Puis tu n'as pas le droit à l'erreur non plus. Tu sais, faut que tu détaches tes ceintures, tu es accroché aussi au niveau des micros, les écouteurs et tout. Fait qu'il faut que tu déconnectes ces fils-là. Fait que tu as une procédure à suivre qu'il faut que tu fasses assez rapidement. Ça a pris 18 secondes au moment de l'impact où il est sorti, ce qui a été quand même très, très, très rapide. Il ne faut pas oublier qu'il y a un habit ignifuge, si on veut, là, en Nomex, 3 épaisseurs, plus une couche en dessous. Le T-shirt qu'on porte est en Nomex aussi, c'est 4 épaisseurs. Mais ça ne te protège pas vraiment. Écoute, ça va te protéger pendant, tu vois, lui, au bout de quoi, 10 secondes, 15 secondes, il a commencé à avoir des brûlures sur les mains un peu partout parce que les mains, évidemment, il y a moins de protection que sur le corps au complet. Puis ça dépend tout le temps. Évidemment, il y a eu rupture du bidon d'essence qui est situé juste derrière le pilote, en arrière, qui ça aussi a évolué au courant des années. Mais est-ce qu'il a reçu de l'essence sur lui? Il aurait brûlé peut-être beaucoup plus que ça. Est-ce que l'essence s'est répandue autour de lui sans qu'il y en ait trop sur lui? Fait que je pense qu'il y a tellement de possibilités qui ne se sortent pas de ça que le fait que ce soit sorti de ça, c'est d'être miraculeux. As-tu eu à sortir d'une auto Pat, en il faut parler... Non, j'ai pas eu... Non, c'est quelque chose que j'ai toujours eu peur de ça. Mais jamais ça m'est arrivé. C'est arrivé à Dale Jr. Il y a quelques années, puis ainsi de suite, mais moi, non. Moi, j'ai regardé... Yann, Pat, il faut parler... J'ai écouté le médecin qui disait que la visière de Romain Grosjean avait fondu. Oui, exactement. Oui, ça va vite. Écoute, c'est hyper rapide. Puis le problème dans ces cas-là, puis ce qui était arrivé, écoute, moi, j'ai pas vu une voiture prendre en feu comme ça. Je me rappelle plus de ça. J'ai jamais vu ça. La fois que j'ai vu ça, il y avait Berger que c'est arrivé, Gerhard Berger. Mais sauf que l'autre fois que j'ai vu sur vidéo, c'était en 76 que c'était arrivé. C'était Niki Lauda au Nürburgring en 76. Ben oui. Avec un rail d'acier comme ça. Puis ça non plus, tu vois plus ça. J'ai été tellement surpris de voir ça sur les circuits. Maintenant, il y a des protections, des glissières. Puis écoute, Bertrand a amené un super bon point hier. L'angle à laquelle il était, c'était tellement facile de bouger ça pour changer l'angle. Il a frappé pratiquement perpendiculaire. Fait que ça non plus, ça l'a pas aidé. Puis je suis certain que la FIA, Jean-Todt était là, vont étudier ça. Ils vont revoir ça, mais il faut absolument parler. Puis ce matin, moi, j'ai revu une vidéo de Romain Grosjean à l'hôpital qu'il a probablement fait hier, là, avec, tu vois, les mains bandées, tout ça, et il parle du halo. Ça lui a sauvé la vie, Pat. Je veux que tu nous expliques un peu. Tu sais, la majorité des gens regardent la F1, c'est pas des experts. Tu sais, on regarde ça, puis moi, je vous écoute, puis c'est là que j'apprends toutes mes choses en vous écoutant les trois à chacune des courses. Mais le halo, il a été critiqué quand ça a été implanté par la F1. Même Romain Grosjean l'a dit. Moi, j'étais contre ça. Et hier, c'est ça qui lui a sauvé la vie. Écoute, il s'est encastré dans les rails de sécurité et c'est probablement le halo qui a fait qu'il ne s'est pas fait couper la tête, là. Oui, exactement. Tu peux voir les dommages sur le halo dans la partie avant, là, avait été écorché un peu. Là, c'était sans dommage, mais écoute, la solidité de ce halo-là, c'est très impressionnant. Puis c'est ça qui lui a sauvé la vie. Mais écoute, c'est une combinaison de choses qui fait, qui est encore ici aujourd'hui, que ça lui a sauvé la vie. Il y a eu plusieurs étapes à ce niveau-là. Je ne sais pas si tu te rappelles les années où on voyait, je pense, Ayrton Senna dans la McLaren, par exemple, où le cockpit était très bas. Tu voyais pratiquement tout le pilote à l'extérieur du cockpit. Lui, il n'aurait jamais survécu à cette époque-là. On voit le halo ici, tu vois la barre de protection en arrière du pilote aussi. Puis le bidon d'essence, on le voit, là, tu vois dessus, c'est un peu juste en dessous, il y a un gros trou à l'arrière. Puis dans le bas, là, ce qui est un peu comme une poche, si tu veux, ça a évolué beaucoup aussi. Ça, c'est le bidon d'essence qui a éclaté. C'est ça qu'ils vont regarder, possiblement, voir pourquoi. Parce que c'est fait en Kevlar puis toutes sortes de matériaux maintenant. Avant, c'était rigide, c'était en aluminium, mais ça l'explosait. Puis c'est pour ça que tu vois plus ça depuis plusieurs années. Mais écoute, le halo en est une des choses qui a sauvé la vie. Mais le Hans Device, qui a sorti, lui, avant le halo, qui a été inventé par monsieur Hans, écoute, quand Dale Earnhardt est décédé à Daytona, c'était le seul qui refusait de l'apporter.
Puis ça l'attache le casque aux épaules, aux ceintures. C'est une braquette en fibre de carbone qui passe autour du cou puis qui est attachée. Fait que c'est un impact violent vers l'avant pour pas te briser le cou. Puis pour pas mourir. C'est pour ça que Dale Earnhardt est décédé, il refusait de le porter. Puis après ça, c'est devenu obligatoire sur la planète là, au complet en F1, NASCAR, IndyCar, partout. Puis il y a aussi les coussins là, sur le côté. Avant, tu n'avais pas ça non plus qui amortisse l'impact. C'est comme un styromousse qui est à l'intérieur de ça, qui est calculé justement pour les impacts, pour la tête. Fait qu'il y a tellement eu d'évolution, il y a tellement de choses qui font que Romain Grosjean est ici. Même s'il y avait eu le halo, s'il n'y avait pas eu le Hans de Weijs, je ne suis pas certain à force de l'impact qu'il aurait survécu non plus. Écoute, moi, je vous ai écouté. C'est sûr que je vous écoutais. J'étais branché sur vous autres, les gars. Je comprends ce que Bertrand et toi vous disiez. Je comprends aussi la piste. La piste, là, s'ils sortent d'un virage puis ils s'en vont complètement sur les vibreurs à gauche pour la ligne droite. Fait que le rail à droite, parce que les voitures s'en vont à gauche sur la ligne droite, on a amené le rail à droite. Je comprends ce que vous dites. Je comprends ce que la piste attendait de faire pour créer, en amenant ce rail-là à 45 degrés, pour créer un endroit pour sortir les voitures en cas d'urgence. Le fait que, selon moi, puis là, je me suis trompé. Moi, j'ai pensé que Grosjean avait eu un bris sur son auto pour qu'il parte en flèche de même vers la droite. Mais il n'en a jamais parlé à date. C'est pas écrit nulle part. Fait que c'est vraiment juste rabattu sur Kvyat, qui fait que ça lui a donné, lui, un angle de 45 l'autre bord. Pour ça que ça a fessé. Écoute, c'est une malchance. Et là, ils ont mis des blocs de béton pour remplacer le rail après que ça a fessé. Et pourtant, j'étais allé écouter, parce que j'étais un sans-dessin, j'étais allé écouter le médecin qui était sur les lieux, dans la voiture qui suit la grille de départ. Il a dit tout a fonctionné. La voiture était à la bonne place. Le rail, il a dit, le rail fait sa job parce qu'il a pardonné sans... Parce qu'un bloc de béton, là, s'il aurait été explosé là-dedans, fait est où la ligne entre... Parce que le médecin, il a dit, la rail a fait sa job. Puis vous autres, hier, vous avez dit, crime, ça n'existe plus des rails, c'est des rasoirs, tout ça. Puis j'étais, ils ont raison. Puis là, j'écoute le médecin, il dit, la rail a fait sa job. Crime, c'est pas chanceux. C'est comme Kubica à Montréal. Tu sais, c'était quoi les chances qu'il se plante dans ce mur-là? Bref, vas-y, je suis énervé aujourd'hui, je sais pas ce que je parle de toi. Oui, exactement. Puis écoute, mais tu sais, Kubica, il est sorti de là indemne aussi. La difficulté avec les rails en acier, c'est un peu ce qu'on a vu. Puis encore une fois, Pierre Bertin, il en a un bon point quand ils ont dit normalement, ils sont attachés à l'arrière pour pas qu'ils ouvrent comme ça. Moi, en tout cas, j'aime mieux frapper un bloc de béton qu'un rail en acier parce que les voitures aujourd'hui sont hyper solides, sont faits pour dessiner, faits de design pour absorber les coups, pour frapper. Écoute, en IndyCar, on frappait des murs de béton à 400 km/h, puis on s'en sortait pareil la plupart du temps. Tu sais, Greg Moore s'en est pas sorti parce que l'angle à laquelle il a frappé la tête directement. S'il n'avait pas frappé la tête directement, il s'en serait sorti. Puis c'est là que ça vient à venir à Grosjean. Oui, le médecin, il a dit tout a fonctionné, mais en réalité, ça n'a pas fonctionné du tout. Tu ne peux pas passer au travers un rail de métal comme ça. Puis moi, s'il avait fait le bloc de béton, ce qu'il aurait fait, puis on a remarqué que c'était pas perpendiculaire exactement. C'était un petit peu en angle. Fait que ça aurait juste frappé, esquivé, puis il aurait retourné sur le circuit, tu comprends? Fait que ça va être étudié. Puis aussi, c'est un virage qui est à gauche. Tu tournes à droite, par la suite, tu as un petit croche à gauche, puis il a frappé à la sortie de ça. Mais si tu l'échappes dans le petit croche à gauche, souvent, tu vas corriger vers la droite, puis quand ça reprend, tu vas partir vers la droite à peu près au même angle. Fait que le danger d'aller frapper là est tout le temps présent. T'sais, comme Bertrand l'a bien expliqué, si tu recules le rail de métal à l'intérieur, puis tu redressis celui-là, ben tu vas fesser au moins parallèle au circuit. Puis c'est là un peu que je pense que la FIA vont étudier. Non, il a vraiment amené un bon point de ce côté-là. Fait que je pense que la FIA vont regarder ça définitivement. Il y a toujours place à amélioration, mais exactement comme tu dis, c'est un accident. Fait, il va en avoir d'autres. Puis cette année, les F1 sont plus rapides qu'ils n'ont jamais été dans l'histoire de la Formule 1. Pat, il y a plein de questions du public, puis je comprends le temps de le faire, mais juste avant, puis ça rejoint aussi quelques questions, là. J'en ai deux pour toi, OK? Puis après ça va nous permettre de poser des questions aux gens directement. La première, pour terminer avec Grosjean, là, il reste 2 courses à la saison. On sait que Grosjean, ça se termine en F1 cette année, sa carrière. Est-ce que tu penses...
bien, physiquement, on ne le sait pas, mais mentalement, est-ce que tu penses qu'il sera capable, si physiquement il est prêt, de faire peut-être la dernière course de la saison? Il ne sera pas là ce week-end, c'est certain. Mais l'autre, ça, c'est un, parce que mentalement, ça doit être épouvantable. Et ensuite, on parle tous de l'accident de Grosjean, mais il y a peu de monde qui reviennent un peu sur l'accident de Stroll, qui aurait pu être catastrophique aussi. Puis là, il y a plein de gens qui te posent la question. Raconte-nous ce qui s'est passé avec Lance Stroll. Lui, avec le halo, là, tu l'as dit tantôt, ça l'a aidé pas mal parce que la voiture s'est retrouvée complètement sur le toit. Il a été touché par Kvyat, même chose aussi. Donc, je te pitch ces deux questions-là, je te laisse répondre. Ben oui, exactement. Écoute, pour ta première question, c'est Pietro Fittipaldi qui va le remplacer la semaine prochaine, qui a d'ailleurs couru, je pense, en 2015 en F3 avec Lance. Belle opportunité pour lui, malheureux pour les conditions, mais ça fait partie du sport automobile. Puis pour Romain, il peut revenir à la dernière épreuve à Abu Dhabi, définitivement. Mais moi, j'ai regardé la main droite quand les médecins le tiennent. J'ai trouvé qu'elle était brûlée quand même assez sévèrement, sa main. Fait que j'ai un doute qu'il va pouvoir revenir pour la dernière épreuve. Je ne suis pas certain qu'il devrait nécessairement. C'est sûr que ça serait bon qu'il rembarque dans la voiture, qu'il fasse des tours et puis qu'il fasse la course, mais sauf que pas certain que ça va se produire. Ça va dépendre vraiment parce que les deux mains, en plus, là, on a vu les deux mains étaient brûlées. Fait que tu as besoin de ça. C'est la chose dont tu sais le plus. S'il était brûlé sur le bras ici, je dirais oui, possiblement qu'il peut revenir en avant. Mais les mains, c'est plus difficile peut-être un peu pour lui. Puis l'autre question pour Lance Stroll. Écoute, Lance s'en serait sorti sans le halo aussi parce que la barre de protection qui est au-dessus du pilote, l'entrée d'air du moteur aussi, pour refroidir puis ainsi de suite, là, qui est située à l'arrière, a fait son travail. Puis ça, c'est fait pour ça. C'est fait au cas si un pilote vire à l'envers avec la voiture. Donc, le halo est additionnel à ça. Mais Lance, ce qui est arrivé, c'est qu'il a simplement viré à l'envers, ce qui est assez fréquent dans une voiture qu'on appelle à roue découverte. Là. C'est pas comme un NASCAR où tu as des ailes, tu peux pas toucher roue à roue. Puis ça, c'est une chose qui arrive souvent, mais il n'y a pas eu d'impact brutal. Il a simplement tourné, tombé à l'envers, puis ça a été terminé par la suite. Je dirais pour Lance, c'est plus vraiment de la malchance dans les 8 dernières épreuves. Je pense qu'il n'y a rien qui roule de son côté. Fait que de ce côté-là, je te dirais c'est plus décevant. Puis au niveau de la confiance, un petit peu plus dur encore pour Lance. On a plein de questions encore pour toi, Patrick. On va arrêter pour les gens qui sont à la télé. Ils vont lire au grand titre. Les gens du podcast, on continue. On a tellement de questions pour toi. Et Raphaël Lessard également va être avec nous. Donc, on va avoir un vieux pilote et un jeune pilote. Je t'appelle le vieux pilote, mais tes cheveux plus noirs que moi, fait que fais-toi-en pas. Hey, écoute, mon père a 78, il a encore les cheveux noirs de même. Wow! Hey, écoute, on va se le dire, là, département capillaire, là, tu fais suer des Yannick Levesque de ce monde, je te l'annonce, c'est sûr. Oui, mais il m'en manque ailleurs. Je vous le confirme. On n'en parle pas ici, là. Hey, moi, ils n'auront pas le temps de venir. On va lire les questions des gens. Non, on va lire les questions des gens, Pat, mais moi, je m'ai toujours dit, je suis un observateur plus qu'un connaisseur. Il y a une des photos qui existe de Romain Grosjean quand il sort de sa voiture, et il y en a une qu'on ne peut pas montrer à la télé, mais on en a d'autres. Il y a juste un soulier. Et tu le sais, Pat, vous portez des bottillons assez attachés serrés. Les gens, sur des impacts, les petits, c'est connu, là, un piéton qui se fait frapper, les pieds trapetissent, puis tu ramasses le soulier 150 pieds plus loin. Grosjean a juste une bottine quand il sort de ce char. Je suis pas certain qu'il y a juste une bottine parce que il y a une bottine noire puis une bottine rouge, je crois. Fait que je suis pas certain que c'est juste une bottine, mais évidemment avec l'impact qu'il a subi ou la panique de sortir de la voiture parce qu'il est fort possible qu'il y avait le pied pris à l'intérieur de la voiture. Il a tiré tellement fort que ça a sorti. Fait que ça, je peux pas te le dire si c'est vraiment s'il y avait pas de bottine ou si il y en avait une, parce que je vois les logos Alpine Star qu'il y avait peut-être sur ses bas aussi.
Oui, mais c'est pas la bonne photo. Puis comme je te dis, je peux pas t'en montrer parce qu'elle appartient à F1, mais il y en a une qui marche, tu sais, parce qu'on l'a aidé à marcher vers la civière. Il y a des gens là, sur les épaules. Oui. Puis tu peux voir que c'est soft, là. C'est pas une bottine comme l'autre. Fait que ça, c'est une autre photo. C'est son pied gauche qui est en avant. Bref, ça pour te dire que s'affaisser quelque chose de rare pour Grosjean. Je veux pas tourner le fer dans le plaie, puis il y a bien des questions là-dessus. Puis t'avais-tu participé au documentaire, l'excellent documentaire sur Greg Moore qui a passé à RDS? Oui. On l'avait fait. Oui, ça avait été un excellent documentaire d'ailleurs. Bien réalisé. J'ai eu beaucoup de commentaires là-dessus à l'époque là, quand ça s'était fait. 25 ans d'émotion, oui. Mais tu vois, Greg juste. Il était dû. Pas la même chance que Romain Grosjean, qui lui était vraiment pas dû. Comme ils disent, va t'acheter un 649 parce que je pense que tu as été très chanceux. Écoute, pour Romain Grosjean, surtout en fin de carrière comme ça, ça aurait été très malheureux. OK. On va. Yannick, je présume que tu vas vouloir poser des questions de ton Facebook. Je vais te laisser aller en premier. Je vais aller après ça avec On Jase juste avant. Juste avant, je vais juste te demander, Lance Stroll, les gens, tout le monde va te demander ça. Y es-tu bon, y es-tu pas bon? Le seul à avoir qualifié premier, à part les deux Mercedes de Bottas et Hamilton, ça fait-tu de lui un bon pilote? Parce qu'au Québec, aussitôt qu'on a un des autres qui est bon que du succès, on a tendance à déféquer pour pas dire chier dessus. C'est son père, il est riche, blablabla. Y es-tu bon ou il est pas bon? Bien, écoute, c'est évident que son père l'a aidé à se rendre en Formule 1. Aujourd'hui, tu as Latifi aussi, qui est en F1, qui est un autre Canadien. Ça prend des sous. On ne se le cachera pas. Ça prend beaucoup d'argent. La Formule 1 est un sport qui est très dispendieux. Son père est un homme d'affaires brillant, incroyable. Il le démontre en F1 aussi avec l'écurie qui est après montée vers Aston Martin. Puis Lance a eu une chance incroyable de bénéficier des meilleurs, de la meilleure équipement, des meilleures équipes tout au long en montant dans sa carrière. Mais il a gagné partout où il a passé. Fait qu'il y en a qui bénéficient des meilleures choses, mais ne réussissent pas ou ne parviennent pas à aller chercher des victoires. Lance a été chercher multiples championnats, multiples victoires de ce côté-là. Puis quelqu'un pour moi qui est capable de performer comme il l'a fait pour la position de tête dans la pluie, ça démontre déjà que tu as un pilotage quand même assez exceptionnel. Pour être en F1, la plupart du temps, c'est un pilotage qui est excellent parce qu'il y a une méthode pour obtenir le nombre de points pour justement graduer à la F1. Fait que pour moi, Lance, c'est un pilote très talentueux. La seule chose que je questionne des fois, ce qui est la chose la plus importante en F1, c'est la force ici. Quand ça va moins bien, ça, c'est plus difficile. Puis c'est une chose que je pense qui se développe et qui doit être développée pour devenir champion aussi de ce côté-là. Mais au niveau talent sur la voiture, pour piloter la voiture, ça, j'ai pas de doute. Pat, il y a énormément de commentaires. Puis sur RDS.ca, Martin, ça doit être la même chose. Là, je regarde sur la page Facebook de l'émission. Là, c'est incroyable. Puis là, j'ai plusieurs questions. Mais là, il y a beaucoup de commentaires. Jeannot Chardonnay, quel accident. C'est un miraculé. Peux-tu nous parler de l'accident de Stroll? Bien, si on le fait, il a répondu. Il y a Sam Doyle qui écrit « Salut, Pat. J'étais là dans les estrades quand tu as presque gagné sur le circuit Gilles Villeneuve en NASCAR à Montréal. Wow, quelle course, ça me rappelle des bons souvenirs. Ça doit t'en rappeler toi aussi, j'imagine. Oui, Yannick Douard, bonjour. Ah ouais, c'est sûr. Là, deux questions. Tiens, j'en ai une. Yannick Douard qui marque « Salut les gars, Pat peut-il m'expliquer pourquoi les gants sont pas inifuges? » Ça, c'est la première question. Et Carl Rodrigue, question pour Patrick. Qui parle de ton expérience. Selon ton expérience, y a-t-il encore des circuits aujourd'hui auxquels tu te dis pourquoi que l'on court sur ces circuits-là, car ils sont extrêmement dangereux? Donc ça, c'est deux principales questions pour toi. Oui, bien au niveau des gants, écoute, ils sont ignifuges. C'est juste qu'ils ont moins d'épaisseur que l'habit. Sauf que la partie sous les gants est comme... en cuir, si vous voulez, parce que, tu peux pas conduire avec Dynamex, parce que Dynamex, c'est hyper flexible, ça bouge beaucoup, ça respire. Fait que ta grippe, si tu veux, sur le volant, elle serait pas pareille. Tu n'as pas le choix d'avoir ça sous les gants. Puis sur le dessus des gants, tu as quelques épaisseurs, mais pas comme l'habit comme tel. Puis normalement...
C'est malheureux, mais c'est comme ça. Puis c'est la raison que c'est comme ça, c'est pour mieux adhérer au volant puis mieux sentir le volant de ce côté-là. Tu peux pas te ramasser avec des mitaines pour piloter une F1, là, si tu comprends ce que je veux dire de ce côté-là. Des mitaines à four! Oui, c'est ça, exactement. Il n'y a pas beaucoup qui passeraient le virage 1, là, tu sais. Mais sauf que, écoute, puis pour l'autre question, j'ai oublié l'autre question. Je t'arrête, Pat. Ah, c'est bon, je l'avais oublié. Pat, je vais t'arrêter pour l'autre question tout ça parce qu'on va revenir de la pause. Bon, l'autre question, on est toujours en question avec Patrick Carpentier. Vous venez de vous joindre à nous. Les gens qui étaient déjà là, vous le savez, on prend vos questions sur Facebook et sur rds.ca, puis Patrick va y répondre. C'est comme un blitz de questions avec un blitz de réponses, puis tu étais après à répondre à la question « Quels sont les circuits dangereux qui ne devraient plus exister? » Bien, moi, tu as des circuits qui sont traditionnels, qui sont peut-être un peu plus dangereux. Monaco, c'en est peut-être un. Mais dans ma tête, les circuits d'aujourd'hui sont hyper sécuritaire. Si la F1 allait à Watkins Glen, auquel le NASCAR participe, les voitures d'endurance, ainsi de suite, il comprendrait que c'est quoi un circuit plus dangereux, plus risqué. Watkins Glen, c'est des rails en acier à peu près tout le tour du circuit. Ils sont à 4 pieds du circuit. Il y a moins d'espace entre le circuit et les sorties de piste. Donc, c'est très différent de ce côté-là. Écoute, la FIA ont des exigences incroyables. Même pour Montréal, on est obligé de faire des changements, d'amener des barrières de protection. Il n'y a rien qu'ils n'ont pas fait à Montréal pour justement accueillir la Formule 1. Pour moi, dans ma tête, les circuits sont assez sécuritaires. Il y a toujours des améliorations à apporter, comme on a vu au circuit de Bahreïn ce week-end, le week-end dernier, mais écoute, moi, je trouve que c'est rendu très évolué puis très sécuritaire. Pour que Romain Grosjean s'en sorte, là, c'est fantastique. Oui, tu as raison. Hey, on y va en sprint, OK? Question-réponse en sprint. Quel type de voiture as-tu préféré conduire dans ta carrière? Laquelle tu as eu le plus de fun? Michel Bourassa te demande ça. Oui, Rallycross, écoute, ça, c'est une petite bébelle hyper puissante. Là. C'est incroyable. C'est comme une bombe quand tu sors de la ligne de départ. Là. Ça, j'ai adoré ça. Puis IndyCar, évidemment. IndyCar. OK, Laurent Saint-Pierre demande pourquoi il n'y a plus de pneus. Ça aurait-tu pu sauver quelque chose à Romain Grosjean si on mettait encore des pneus le long des rails? Ça l'aurait aidé, mais je ne sais pas si vous vous rappelez l'accident à Montréal, Olivier Panis, quand il avait touché aux pneus. Oh, ça avait briser la voiture en deux, c'était briser les jambes, les pneus, c'est ça que ça fait, c'est que ça t'accroche. C'est la raison pour laquelle on n'a pas sur le mur du Québec. T'es mieux de frapper le muret de béton que de frapper les pneus de ce côté-là. Ah, Jean-Luc Pigeon te demande, Patrick, c'est quoi ton pire accident? Moi, j'ai l'impression que c'est à Laguna Seca, je m'en souviens encore. Et d'ailleurs, Gaétan rajoute en disant, en plus, je pense que c'est son pire accident puis c'est son circuit préféré. Oui, exactement. Ces circuits, on a toujours été le plus rapide. Puis ce week-end-là, j'avais été chanceux. Écoute, j'avais passé par-dessus la clôture puis tombé à l'envers, mais il y avait un fossé qui était comme fait en V. Puis c'est ce qui fait que j'ai survécu. Mais le même week-end, Gonzalez avait fait la même chose dans le haut du circuit. Lui, malheureusement, pas de fossé, était décédé. C'était brisé le cou. Donc, ça, c'est une chose dont le halo, tu parlais tout à l'heure, l'aurait possiblement sauvé. Mais ma pire accident, écoute, c'est pas là. Okay, c'était à Fontana. C'était à Fontana. Elle n'était pas télédiffusée. Ouais, c'était en pratique. Écoute, ça avait frappé tellement fort. Je m'étais réveillé dans l'hélicoptère en route pour l'hôpital. Là, ce week-end-là, ça avait été quelque chose. Quelqu'un te demande, est-ce qu'un pilote qui reprend la piste, tu sais, les pilotes qui ont été arrêtés 1 heure quelques pouces, là, quand ils reprennent la piste, est-ce que tu as tendance, exemple, quand Greg Moore a eu son accident, avez-vous tendance à prendre le volant et être un peu plus prudent que vous l'étiez genre 1 heure avant? Non, parce que c'est pas... je sais pas comment dire ça. C'est pas dans la mentalité, puis c'est pas ton travail. C'est pas pour ça que tu es engagé. Tu sais, c'est comme si... oui, peut-être les premiers tours, tu t'es refroidi un petit peu, je te dirais. Là, mais rapidement, tu t'enlèves ça dans la tête. Quand tu commences à douter... puis quand j'ai commencé à douter, j'ai arrêté. C'était en IRL, en IndyCar. Il y avait un gros accident à Chicago. Puis je m'étais dit, j'ai pensé, puis j'ai commencé à avoir pas une peur, mais une certaine crainte. Puis ça a été terminé. Je me suis promis qu'à la fin de l'année, c'était terminé. Puisqu'après ça, tu commences à hésiter, puis le danger est beaucoup plus grand.
Patrick, là, on va laisser la F1, on va laisser ta carrière. On a fait le tour un peu. Je veux te parler de notre prochain invité, puis je sais qu'il est déjà en ligne. Puis je vais te laisser répondre, puis on va l'accueillir par la suite. Je me rappelle, il y a un peu plus à peu près un an, on était ensemble pour un tournage à Miami sur la piste de Homestead. Puis là, tu me racontais que RDS avait pris la décision de présenter moins de courses NASCAR de la grande série, de la grande épreuve, pour présenter toutes les courses en camion. Parce qu'on avait un Québécois qui était promis un bel avenir, il est tout jeune. Puis là, tu m'avais parlé de Raphaël Lessard, tu m'avais fait découvrir à ce moment-là. Puis là, je me suis mis à regarder les courses, puis là, il a complété une saison, puis là, je sais qu'il nous entend, puis qu'on va le rentrer dans pas long. Mais tu m'avais dit, il y a vraiment, mais vraiment beaucoup de talent. Là, tu as une saison de compléter. Comment tu as apprécié cette... Parce que tu as décrit chacune de ces courses aussi. Comment tu as apprécié son arrivée, son passage officiellement pour une saison complète en NASCAR à Raphaël? Ben écoute, j'ai trouvé qu'il a fait un excellent travail. D'aller chercher une victoire cette saison-ci, c'était inespéré, si on veut. On cherchait plus des top 5, donc la performance qu'il a offert à Talladega était incroyable. Plus d'un pilote d'expérience qu'un jeune, je te dirais, de ce côté-là, mais vraiment bien performé. Ça a été une saison difficile au début, puis c'est comprenable parce que, écoute, tout est arrivé pour pas que ça fonctionne pour Raphaël en début de saison parce qu'avec le COVID, on a coupé les pratiques, ce qui était essentiel à justement son apprentissage puis à performer cette saison-ci. Puis on a coupé les qualifications aussi. Fait qu'écoute, à chaque épreuve pour lui, c'était souvent des nouveaux circuits, puis ça ne l'était pas nécessairement pour les autres queues parce que c'est des pilotes qui ont roulé aux États-Unis toute leur vie en ARCA, en KNN et puis ainsi de suite. Et puis à chaque fois qu'il arrivait, qu'il prenait le départ, c'était la première fois qu'il faisait un tour sur ce circuit-là, mais avec les autres camionnettes, les autres voitures. Puis en fin de saison, on a vu qu'il a commencé à prendre le rythme, mais j'aurais aimé ça voir les pratiques, les qualifs, parce que je le sais qui aurait tombé dans cette position-là, dans ce rythme-là, beaucoup plus tôt dans la saison. Mais écoute, moi, je trouve que c'est exceptionnel avec tout ce qui s'est passé, les résultats qu'il a obtenus. On peut le rentrer d'ailleurs, Raphaël. Il peut joindre à la discussion. Ben, avant qu'on se laisse, Pat, on va te laisser l'occasion de faire un petit brin de jasette avec lui. Là. On le retrouve. Salut, Raphaël! Hey, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Ben oui. Yeah, ça va bien. Comment qu'on se sent quand on entend Pat Carpentier comme ça, qui a eu une brillante carrière, parler de toi, parler de tes performances, de raconter un peu ta dernière saison? Ah, c'est le fun à entendre, puis un gros merci, Patrick. Mais, Patrick, c'est un gars qui est bien sympathique, puis c'est un excellent pilote aussi. Puis, regarde, je suis vraiment content d'entendre ça de lui, parce que je sais qu'un gars comme lui a énormément d'expérience dans le monde de la course automobile. C'est un bon timing, Raphaël, pour dire que c'était lui ton préféré quand tu étais jeune. Quand il pilotait la numéro 10, Valvoline, c'est mon préféré. Je l'ai en petite photo. Ah ouais, hein? Ah oui, c'est bien. C'est bien. C'est bon. Hey, mais Hey, Pat, comment ça, Raphaël? Non, mais attends. On va poser la question à Pat, puis après ça, je vais laisser Raphaël répondre. Pat, moi, je l'ai trouvé bon, Raphaël Lessard. On ne connaissait pas ni David Ladan. Il est rafraîchissant, il donne des points de presse que tu as envie, comme compagnie, de t'associer à lui. La preuve, c'est que je suis allé chez Canac parce que le centre de rénovation Canac s'est installé dans mon coin. Je suis allé, j'ai pris des photos, j'ai mis ça sur Instagram, j'ai taqué Raphaël là-dessus. À cause de lui, je suis allé chez Canac. Il a une gueule, il a une charmante gueule, il a tout pour lui, il a eu des résultats. Pourquoi son écurie ne l'ont pas signé selon Pat Carpentier? Puis après ça, on va le demander à Raphaël. Fait que Raphaël, je te donne un break. Tu as 1 minute pour passer une réponse. Pat? Oui, c'est ça. Mais la question, moi, c'est la question que j'ai pour Raphaël. Est-ce que c'est son écurie ou c'est lui qui a décidé de changer? Parce qu'il ne faut pas oublier où il s'en va. GMS, Kyle Busch Motorsport ont toujours été une écurie qui roulait d'avant-plan et de loin à part de ça. Cette année, moi, j'ai trouvé que pour Kyle Busch Motorsport, c'était plus difficile au niveau des performances. Je ne sais pas si c'est parce que Kyle n'était pas présent sur les circuits, qui n'aidait pas justement au niveau mécanique, parce que je veux pas, c'était tous des jeunes avec pas beaucoup d'expérience. Puis GMS, où Raphaël s'en va la saison prochaine, 1, 2, 3 au championnat, équipe numéro 1. Fait que c'est ça que je suis curieux. Je vais le laisser répondre à la question, mais je suis curieux à savoir si c'est pas eux qui ont décidé d'aller de ce côté-là. Ouais, disons que
Vers la fin de la saison, on regardait les options. Qu'est-ce qui était le mieux pour moi côté long terme dans ma carrière? Puis, tu sais, les dernières années, j'ai toujours été avec Toyota aux États-Unis, avec Kyle Busch Motorsport aussi. Puis, ils m'ont donné une grosse opportunité cette année, puis je peux pas les remercier assez pour ça. Mais on a regardé les options, puis GMS était une option qui était très, très bonne pour moi, pour mon futur, puis pour à long terme aussi, être capable de bâtir quelque chose avec Chevrolet. Puis c'est pour ça qu'on est allé là. Il y a beaucoup de choses qu'on aimait de eux, mais on est encore en bon terme avec Kyle Busch, Motorsport et Toyota. Ils m'ont souhaité bonne chance, puis ils disent, regarde, on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver dans le futur. Ça se peut qu'on retravaille ensemble un jour. Mais Kyle, je pense qu'il a investi beaucoup de temps, puis il m'a beaucoup donné de conseils, puis je pense qu'il m'appréciait beaucoup. Fait que lui, il veut me voir bien performer parce que si je performe bien, c'est un peu aussi grâce à lui. Fait que je pense qu'ils sont bien contents de ma nouvelle opportunité, puis ils me souhaitent juste le meilleur. Donc, c'est ta décision. Oui, c'était notre décision en tant qu'équipe. Des fois, on dit que le changement, ça fait du bien. Puis je pense que Chevrolet, les dernières années, ils se sont beaucoup développés en tant que programme de développement de pilote. Avant, on entendait beaucoup parler du programme de Toyota, mais je trouve que les manufacturiers, il y en a plusieurs qui se sont améliorés énormément. Puis tu regardes Chevrolet avec GMS Racing, je pense que surtout l'année dernière, ils ont fini 1, 2, 3 au championnat, ce qui était, je pense que c'est très dur à faire pour une équipe. Tout à fait. Écoute, Raphaël, on va poursuivre avec toi, mais juste avant, je veux prendre le temps de remercier Pat, parce que je sais que depuis hier, Pat, tu as été très occupé, puis là, aujourd'hui, tout le monde va avoir tes commentaires sur ce qui s'est passé. Tu es très, très généreux de ton temps, encore une fois, avec nous. Merci beaucoup, Pat. Puis on te regarde le week-end prochain pour la course qui sera présentée dimanche, presque sur l'heure du midi, là, à RDS. Oui, exactement. Bye, merci bye, encore, Pat, les gars. Toujours un plaisir. Bye, Raphaël. Salut. Merci, bye. Salut, Pat. Puis je rappelle aux gens, Martin, avant qu'on poursuive avec Raphaël, on va faire comme avec Patrick. Si vous avez des questions directement pour Raphaël, juste à nous les envoyer, soit sur la rds.ca ou sur la page Facebook de l'émission On Jase à RDS. Puis on va prendre le plus de questions possible. On va y aller en rafale. On va lui poser des questions. Mais juste avant, Raphaël, moi, j'en ai une pour toi. Comme je disais en début d'entrevue, Pat m'a parlé de toi l'année passée, avant que tu commences ta saison. J'ai appris à te découvrir en regardant les... Je me souviens, je pense, dans tes premières courses, ton camion, c'était JBL, qui était le commanditaire majeur. Après ça, Canac est arrivé, Mobile One et tout ça. Puis là, j'ai appris à te découvrir. Puis honnêtement, je me disais, tu sais, il y a 19 ans, il commence, il arrive, il n'y a pas de pratique, ça part comme ça. C'est impossible qu'il gagne une course. Tu as gagné une course, non seulement ça, tu as réussi 4 fois le top 5 au cours de la saison, 7 fois le top 10. Comment tu as vécu, toi, cette première saison-là? Raconte-nous ça, ça vient de se terminer, tu as eu des bons résultats, tu as vécu une belle expérience, puis ta victoire à Talladega également qui était sensationnelle. Oui, bien, un gros merci, puis regarde, j'ai travaillé fort toute la saison pour m'améliorer. Je pense qu'avec le niveau d'expérience que j'avais au début de la saison, j'avais besoin du temps de pratique. J'avais besoin de mes tours de pratique. Toutes mes pratiques étaient comptées pour m'améliorer le plus vite possible, prendre le plus d'expérience possible, apprendre les circuits, apprendre le niveau aérodynamique de la course, tu sais, la draft sur les gros circuits. Tu goûtes à ça, puis c'est de quoi que si tu le fais pas, tu peux pas comparer ça à rien. Puis je trouve que ça a été quand même assez dur parce que quand j'arrivais sur des nouveaux circuits, et des grands circuits que j'apprenais avec l'air et tout ça, dans le trafic. Mes premiers tours pour apprendre le circuit et tout ça, c'était toujours avec 40 autres pilotes. Fait que c'était assez particulier. C'est la première fois de ma carrière que j'allais faire des courses puis on n'avait pas de pratique. Tu sais, des fois, pour une course, on pouvait passer 2 jours à pratiquer juste pour une course. Puis là, il n'y avait aucune pratique. Fait que c'était assez particulier, mais moi, mon but était de progresser tout au long de la saison et m'améliorer. Je passais beaucoup de temps à regarder des vidéos, je demandais des conseils à Kyle Busch, j'allais au simulateur, puis j'essayais juste de m'améliorer. Qu'est-ce que je peux faire à toutes les semaines pour apprendre, puis des choses que je peux changer niveau pilotage, comment je sens la voiture, la camionnette. Puis je pense que vers la fin de la saison, j'ai démontré que j'avais eu une grosse progression, puis j'étais capable de bien performer. Puis ça, je suis vraiment content. Raphaël,
Là, tantôt, tu as dit, je vais dans le simulateur. Tiens, en F1, on l'a déjà vu, le simulateur de F1, que ça a l'air. Ça a l'air de quoi? On connaît pas ça, nous autres. Ça a l'air de quoi, un simulateur de camionnette? Tu sais, un restant de camion puis il y a un écran dedans. Ça a l'air de quoi? C'est un PlayStation? C'est un Xbox? Tu joues-tu sur un PlayStation? Tu joues-tu sur Xbox pour apprendre les pistes? Je sais que F1, ça existe sur Xbox, mais les courses de camionnettes sur Xbox, NASCAR ça existe-tu? aussi. Dis-moi les vraies affaires, Raph. Oui. Mais dans le fond, si on prend le simulateur qu'on a chez nous, qu'on peut jouer sur l'ordinateur, c'est le jeu iRacing. Je pense que c'est le jeu, il y a des pilotes de Formule 1 qui l'utilisent, des pilotes de NASCAR, de rallycross, de terre battue. C'est vraiment un jeu qui est assez incroyable. Mais moi, quand j'allais au simulateur la semaine avec mon équipe, c'était chaque manufacturier en NASCAR ont leur simulateur. Chevrolet ont un gros simulateur qui ont investi beaucoup de temps côté ingénierie et d'argent. Toyota aussi. Puis j'ai passé l'année à aller à lui de Toyota. Puis dans le fond, les pilotes NASCAR comme Kyle Busch, Denny Hamlin, c'est le même simulateur qu'ils utilisent. On divise tous nos temps. C'est tous séparés en tant que pilote. Puis disons que c'est un simulateur qui ont investi beaucoup de millions de dollars. Fait que on peut pas le dire. Attends une seconde. Tu prends le même simulateur que Kyle Busch. Moi, quand je jouais à machine à Pac-Man, je voyais, mettons, YL pour Yannick Lévesque, je voyais son score, puis là, j'essayais de mettre ML en haut de son score à lui. Quand tu prends le simulateur, tu voyais-tu KB puis tu plantais son chrono? Non, ça marchait pas comme ça parce que lui au simulateur, il pratiquait toujours avec la voiture de Cup Series. Puis moi, j'étais toujours avec la camionnette dans le simulateur. Mais c'est vraiment comme un cockpit, comme si tu serais assis dans la voiture à la piste de course. C'est exactement pareil. J'ai mon casque, mes radios. Je parle à mon équipe aux radios. Mais dans le fond, c'est à 45 minutes de chez moi au lieu de faire des heures de route pour aller à la piste. On se pratique dans un simulateur puis on fait pratiquement la même chose que si on irait à une piste de course. Raphaël, et là, il y a plein de questions, puis j'en ai plein moi aussi, puis je veux qu'on y aille vraiment dans la course et tout ça, mais avant, le temps qu'on est toujours en ondes à RDS, avant qu'on s'arrête la portion télé, on poursuit sur le web, je veux te donner l'occasion d'en parler parce que je juge que c'est tellement important. Là, tu as signé pour 12 courses la saison prochaine. La saison, là, c'est 22 courses, hein, c'est bien ça? Oui, 22 courses. Bon. Là, tu en as 12 de régler avec l'argent amassé, tes commanditaires. Pour faire la saison complète, ça te prend d'autres commanditaires, ça te prend d'autres argents. Puis là, il y a plein de compagnies au Québec, puis je sais que Can-Am le fait, puis il y en a d'autres. Mais là, tu es à la recherche, puis le temps est très serré de commanditaires. Tu sais, Canac revient, je pense, tu l'as confirmé, mais ça en prend d'autres. Puis là, je vais te donner l'occasion d'en parler. Comment ça fonctionne si jamais on veut... S'il y a des PDG de compagnies qui nous écoutent ce midi et qui t'entendent, disent hey, « moi, je vais investir dans ce jeune-là. Les retombées sont incroyables parce qu'il y a une visibilité. Tu es partout aux États-Unis, au Canada avec RDS aussi. Comment ça fonctionne? On peut rentrer en contact avec ton écurie? Oui, on peut rentrer en contact directement avec moi via mon site Internet, mon Twitter, mon Instagram, mon Facebook. Dans le fond, j'ai une équipe qui travaille côté marketing pour développer des partenariats avec des compagnies. Puis on travaille très fort présentement là-dessus. Puis tu sais, c'est pas juste mettre un sticker sur une camionnette ou mettre un logo sur une camionnette. Il y a beaucoup plus qu'on peut faire, beaucoup plus d'options. Ça peut être ambassadeur, toutes des choses comme Canac, j'ai été très chanceux de les avoir cette année. Ils reviennent pour l'année prochaine. Je pense qu'ils ont été contents de la visibilité qu'ils ont eue. Puis qu'est-ce qui aide aussi, comme une compagnie comme Canac, qui ne sont pas aux États-Unis, mais grâce à RDS, les réseaux sociaux qui diffusent toutes mes courses, ça a emmené une visibilité incroyable à Canac. Fait que je pense que ça se divise dans le fond par course. Une compagnie pourrait arriver puis décider de s'afficher. Si une entreprise du Canada a une autre entreprise aux États-Unis ou sont associés avec quelqu'un dans le coin d'Atlanta, bien, on court à Atlanta puis ils voudraient s'afficher, créer un événement avec leurs employés, emmener les employés à la piste. Toutes des choses comme ça qu'on peut faire, que ça peut faire triper des gens, là. OK. Excellent, à part ta victoire je vais te cette donner année, l'occasion d'en parler.
Merci beaucoup. Oui, puis allez-y. Puis moi, je suis allé chez Canac en plus. C'est pas cher, c'est québécois. On encourage ça. On lâche pas. À part ta victoire, ton plus gros buzz, ton plus gros feeling, c'est-tu de côtoyer Kyle Busch, d'avoir des feedbacks de lui? C'est quoi ton plus gros buzz que tu as eu cette année à part ta victoire? À part ma victoire, je dirais que... je pense sérieusement que c'est sûr que côtoyer Kyle Busch, côtoyer le père à Kyle Busch à toutes les semaines, le voir en personne, puis apprendre de ces gens-là, c'est sûr que c'est assez incroyable. Mais je dirais aussi le circuit routier. Quand on a fait la course de circuit routier de Daytona, je m'attendais pas... personne n'avait jamais couru vraiment sur ce circuit-là. En NASCAR, c'était la première fois. Moi, j'avais pas beaucoup d'expérience sur un circuit routier. Je savais pas à quoi m'attendre. Puis je me disais, regarde, on va essayer de survivre toute la course puis être là à la fin. Puis c'est une course que j'avais failli gagner. J'avais fait une erreur quand j'étais premier. Mais j'étais remonté 3e après ça. Ouais. Puis je pense que ça... J'ai pu démontrer que j'étais capable de bien performer, même sur un circuit routier, ce qui est important parce que le NASCAR est en train d'implanter de plus en plus de circuits routiers à chaque année. Ouais. Raphaël, avant d'y aller avec les questions du public, il y en a beaucoup, puis je sais que Martin, par la suite, tu commenceras avec les questions sur rds.ca, puis j'enchaînerai après pour le Facebook. Mais j'en ai une, puis il y en a plusieurs qui la posent, puis elle m'intrigue moi aussi. Ça ressemble à quoi une journée d'un pilote NASCAR? Raconte-nous un peu ta journée là, quand il y a une course. Tu sais, toi, tu demeures là-bas, tu es en Caroline du Nord, là, t'es arrivé au circuit. C'est quoi ta journée? T'sais, souvent, les courses sont présentées soit en après-midi ou en soirée, mais raconte-nous un petit peu ta journée. Cette année, c'était quand même assez particulier. Le fait de ne pas avoir de pratique, pas de qualification. Dans le fond, on partait le matin. Si la course était le samedi soir, exemple, la course est le vendredi soir ou samedi soir, on se lève le matin très tôt, on embarque dans l'avion, on s'en va direct on va dire Atlanta. On part à Atlanta en avion, toute l'équipe ensemble, toutes les équipes, on prend des avions privés. On s'en va à la piste. Après ça, on arrive à la piste, on va passer l'inspection pour la camionnette. Moi, je regarde encore je finalise mes études, je regarde les vidéos des anciennes courses à cette piste-là. J'étudie les notes, je parle avec Kyle Busch pour lui demander des conseils, à quoi m'attendre, qu'est-ce que j'ai besoin pour aller vite. Après ça, je mets mon suit, je me prépare, je m'habille. Puis quand c'est l'heure d'aller sur le bord de la grille pour prendre le départ, je m'en vais pour l'hymne national, toutes ces choses-là. Je me prépare, puis après ça, j'embarque dans la camionnette, je fais ma course. En débarquant de ma course, on s'en va directement la plupart du temps. Je fais mes entrevues. Après ça, je m'en vais directement à l'aéroport. On revient le soir même, dans la nuit la plupart du temps. Après ça, je me lève le lendemain matin. Puis là, je remplis toutes mes notes de la course, toutes les notes qu'il faut que je me souvienne pour la prochaine fois que je vais aller là. Je remplis une feuille complète sur l'ordinateur pour mon équipe, pour savoir qu'est-ce qu'ils doivent améliorer, qu'est-ce que je faisais, qu'est-ce qui était moins bon, qu'est-ce qui était pas bon. Après ça, on se rencontre toute l'équipe ensemble pour voir qu'est-ce qu'on peut améliorer, puis aller, puis tout voir la feuille que j'ai remplie. Faut que je t'arrête, Raphaël, parce qu'à la télévision, ils nous quittent. On se rejase demain. Si vous avez envie encore d'entendre Raphaël, venez nous rejoindre sur le web. À demain. Oui, je m'excuse, Raph. C'est un podcast, mais RDS le filme pour le mettre à télé. Fait qu'il faut ce qu'il faut. Fait que tu parlais de ce que tu remplissais comme papier de documentation. Donc, c'est intéressant. Puis, pour te laisser finir de répondre, je vais même rajouter, c'est plate, par exemple, en faisant ça, tu fais pas de relation avec les autres pilotes, je présume? Un petit peu, mais c'est plus mes coéquipiers que j'étais plus proche cette année. Mais d'habitude, on peut rencontrer les pilotes, aller leur parler, puis d'habitude, on les voit à la piste, mais là, on pouvait pas vraiment les voir parce qu'il fallait faire très attention. Il fallait rester dans notre coin avec notre équipe, pas trop aller en contact avec tout le monde cette année. Fait qu'on était plus souvent en contact avec mes coéquipiers, surtout au garage, à la shop de course, qu'on allait pour les meetings d'avant et après course. Il y avait toujours les ingénieurs, les chefs d'équipe, mes coéquipiers qui étaient là. On essayait de travailler ensemble pour voir si quelqu'un était plus rapide si mon coéquipier était plus rapide que moi, on essayait de voir qu'est-ce qu'il avait fait cette équipe-là pour être plus rapide.
ainsi de suite. C'était toutes des choses qu'on travaillait. Puis je me suis fait des amis dans la série, mais je pouvais pas les voir à la piste parce qu'il fallait minimiser tous les contacts possibles. OK. Martin, veux-tu qu'on y aille avec quelques questions non, à Raphaël? Non, j'étais sûr. J'étais sûr que c'était à toi. J'attendais que tu y ailles, mais là, t'avais pas de l'air pressé. Là, t'es comme un pilote qui a manqué le départ. Ah ouais, là, écoute, j'ai eu l'air de Bottas. J'ai eu l'air de Bottas à la ligne de départ hier. J'ai fait du surplace. Écoute, je vais y aller d'abord. Je vais commencer. J'en ai 2-3, puis après ça, je te laisse aller avec RDS.ca. C'est correct? On y va comme ça. Vas-y. Vas-y, Raphaël, avec des réponses assez courtes pour qu'on ait le temps d'en passer pas mal. Il y a Jeannot Chandonnet qui dit « Avant d'être en NASCAR, comment as-tu commencé ta carrière? » Moi, dans le fond, j'ai commencé à l'Autodrome Chaudière, à Vallée-Jonction, en Beauce. À 5 minutes de chez moi, mon père m'avait acheté une petite Honda Civic dans la classe Sport Compact Amateur. C'est des classes qu'on peut commencer à faire notre cheminement là-dedans. Là. J'ai commencé dans la plus petite classe, puis après ça, j'ai bien performé, puis j'ai monté une classe à la fois. OK. Rémi Champagne, question pour Raphaël. Ton objectif à court terme et ensuite à long terme? À court terme, je dirais présentement, c'est de pouvoir faire la saison complète l'année prochaine, les 22 courses. Mais sinon, je vais faire 12 courses, puis après ça, je vais me concentrer pour 2022, pouvoir faire la saison complète et peut-être plus. Et à long terme, c'est de pouvoir être à temps plein dans la Cup Series, puis gagner ma vie avec la course automobile, puis être renommé comme un des meilleurs du sport. Je veux pas juste faire ça comme métier. Je veux être renommé comme un des meilleurs, puis quand on me voit dans une course, qu'on sait là, qu'on va avoir des chances de gagner. OK, j'en ai une dernière de Facebook. Bon, Martin va enchaîner avec RDS.ca après. Il y a Steve Elward qui te demande « Hey, Raphaël, quel modèle de voiture préfères-tu dans la vie de tous les jours, pas sur la piste? » Il y en a trop. Il y en a beaucoup. Nomme-moi-en une ou deux. Moi, j'ai toujours été fan des Toyota Supra 1993-94, les vieilles Camaro 1981, les Corvettes, ces choses-là, les Challengers. J'ai tout ce qui gronde puis qui a des gros moteurs. Là, j'adore ça. Moi, je vais t'écœurer un peu parce que j'ai beau être 6'2", 240 avec une grosse barbe, me promène pas en pick-up, me promène en char électrique. Comment ça t'insulte quand une Tesla te poivre en 2 secondes 0-100? Ouais, ça, c'est assez incroyable. Mais je pense que la course automobile va s'en aller dans cette direction-là de plus en plus pour faire attention à la planète et tout ça. Mais les Tesla, je n'ai jamais essayé encore, mais ça a l'air que c'est assez incroyable. Oui, non, moi aussi, j'aimerais ça l'essayer, celle qui fait 0,2 à 0,100 en 2 secondes. Mais ça ne te dérangerait pas, parce que la F1, même Hamilton dit que ça y va pas assez vite. Du côté vert, c'est M. Mason qui nous dit ça. Le NASCAR encore moins vite, mais ça ne te dérangerait pas s'il y avait un virage vert en autant que ça aille vite? Oui, ben en autant que ça aille vite, c'est sûr que quand ça va arriver, on va s'ennuyer du son, du bruit, tu sais, puis la senteur. Tu sais, quand tu pars un moteur, ça vibre dans tes veines, là, puis c'est ça qui fait monter l'adrénaline, puis c'est incroyable. C'est sûr que ça va nous manquer, là, si ça l'a arrivé. Mais s'il faut ça pour qu'on puisse continuer à courir puis aller vite, bon, on va le prendre, on n'aura pas le choix. C'est sûr. Yann, Raphaël, tu sais, tantôt, tu disais que tu as commencé un petit autodrome pas loin de chez vous. Quand j'ai commencé en radio, Yannick, ça, c'est quand on s'est rencontrés à l'époque. J'avais pogné un contrat d'annonceur dans un autodrome à Saint-Marcel, Raphaël. Je ne sais pas si tu le connais, sur la Dirt, un autodrome de terre battue. J'ai fait ça chez nous Et là, aussi. Parce que j'étais un peu baveux au micro avec ceux qui pognaient le clos, on m'a offert une course d'amateur. Puis, tu sais, moi, j'aime ça conduire, j'aime ça à vitesse. Tu sais, j'étais jeune, moi, avec.
Écoute, j'ai eu de la misère à finir un tour dans terre battue tellement que je me suis ramassé à l'envers souvent. Ça traque. C'est complètement autre chose quand tu t'y attends pas. Fait que j'ai arrêté d'écœurer le monde à Saint-Marcel. As-tu fait la même affaire? As-tu été sa terre battue, toi, avec? J'ai déjà pratiqué 2 fois sur la terre battue. J'ai déjà conduit une vraie voiture de terre, là, les sportsmen de terre battue qui appellent... Avec l'aileron sur le top, là? Non, non, c'est eux qui courent dans le coin de Granby, là, surtout, là, l'autodrome Granby. Oui, Granby-Drummond. Oui, à Granby-Drummond. Drummondville. J'avais essayé ça, puis j'avais adoré ça sur la terre. Là. Sérieux, c'était un autre monde parce que sur l'asphalte, oui, la suspension fait une grosse différence. La piste change un petit peu à tout dépendamment de la température. Mais sur la terre, à toutes les fois que j'embarquais sur la piste, ça changeait. La piste changeait. Fallait que je trouve une place où il y avait plus d'adhérence. Fallait toujours chercher. Fait que ça, j'avais adoré parce que je trouvais que le pilote avait un autre travail à faire différent que sur l'asphalte. Puis c'était vraiment le fun. Moi, c'est ça que je veux, essayer de découvrir d'autres styles de pilotage. Puis ça, c'en était un que j'avais adoré. Écoute, Raphaël, faut que j'enchaîne Yannick, parce que tu me parlais de On Jase. Attends, tu me parlais d'On Jase. J'avais des questions? Vas-y. J'en ai plein, moi aussi. All right. Premièrement, les gens... Patrick te demande, puis il y en a une couple qui ont dit ça. Ils ont dit, beau poster en arrière, on peut-tu le voir le plus proche? C'est quoi le poster en arrière? Je vais le voir pour moi. T'as vu. Win-win-win. C'est le numéro 1. C'est ta victoire. Ouais. La victoire. C'est sa première victoire. Ouais. Le 3 octobre dernier. OK. Comment un Québécois est perçu dans une série exclusivement américaine dans le NASCAR? Je dirais que au début, j'avais beaucoup de regards, puis le monde se disait de où qu'il sort, lui? Il arrive de où? Puis, avec son accent? Je pense que c'est plus dur de gagner le respect. Quand tu viens de nulle part pour eux, tu sais, eux, la plupart du temps, c'est des Américains qui ont été dans le sport automobile toute leur vie. Le père ont couru en NASCAR, toutes des choses comme ça. Fait que je trouve des fois que ça a été peut-être un petit peu plus dur de gagner le respect puis vraiment faire ma place. Mais je me suis pas laissé faire, puis je me suis arrangé pour faire ma place assez vite, là, puis pas me laisser piler sur les pieds, comme on dit. Hey Martin, je peux-tu enchaîner avec pas des questions, mais des commentaires? Écoute, il y en a plein, là. Puis là, Raphaël, je veux prendre le temps de les nommer parce que je pense que tu as vraiment réussi à aller chercher le cœur des gens, ceux qui ne te connaissaient pas. Caroline Gosselin, wow, très bon, Raphaël, très intéressant. Continue, on est tous derrière toi. Il y a Carl Rodrigue qui écrit « Raphaël, tu viens de conquérir un nouveau fan. Après les courses en camion, ça serait quoi la prochaine étape pour toi? » Donc ça, je vais te laisser répondre après. Il y a Thomas Bordelot qui te demande avec quel coéquipier tu t'entends le mieux. Marie-Julie Boulay, « Hey, nous, on te suit, on vient de la Gaspésie, on manque jamais tes courses, vraiment cool. » Lynn Fontaine, « Wow, bravo, lâche pas, très fier de toi, cher Beauceron. » Probablement que Lynn vient de la Beauce également. Écoute, il y en a, là, je n'aurai pas le temps de toutes les lire, mais j'en ai un intéressant. Carl Dufour qui te pose une question aussi. Hey, Raphaël, vas-tu avoir bientôt un site web pour qu'on puisse acheter des choses de toi? On sait qu'en NASCAR, c'est très populaire, les T-shirts, les manteaux, les choses aux effigies des pilotes et aux couleurs de l'équipe. Est-ce que ça va être disponible bientôt, ça? On travaille très fort là-dessus. Puis en passant, un gros merci à tout le monde pour les bons commentaires. Puis oui, on travaille présentement là-dessus, justement, avec mon équipe de marketing. Là, ça devrait arriver bientôt. Il va juste falloir être patient un petit peu, là, mais on travaille fort là-dessus. Puis aussi, pour ma prochaine étape, pour répondre à la question, je dirais que aux États-Unis, les 3 plus grosses séries NASCAR, c'est les camionnettes que j'ai faites cette année et que je vais faire l'année prochaine. Après ça, il y a la série Xfinity et il y a la série, la Cup Series, qui est la plus haute marche. Fait qu'en temps normal, ça serait sûrement la Xfinity, mais il regarde pour peut-être avoir un changement plus tard, qu'il y aurait peut-être des pilotes qui pourraient passer de les camionnettes à la Cup Series directement quand ils sont prêts.
Alors ça serait vraiment, vraiment plaisant. Là. Bien, si tu performes très, très bien en camionnette, tu gagnes des courses, puis après ça, tu es prêt mentalement et en tant que pilote de sauter en Cup Series tout de suite, c'est sûr que ça serait vraiment, vraiment incroyable. Raphaël, qui gère ton compte Twitter? Parce que pendant qu'on se parle en live, tu viens de t'abonner à moi sur Twitter, je viens d'avoir une notification. Tu m'as pas vu, je l'ai fait. Non, c'est bon. Quand je suis en entrevue, quand je suis à la piste, veut pas, les réseaux sociaux, c'est tellement fort maintenant qu'il faut qu'ils bougent quand même. Même quand j'ai pas le temps de le faire quand je suis en entrevue ou à la piste de course. Fait que Annabelle Barry, c'est elle qui m'aide énormément là-dessus et qui a fait un excellent travail. Là. On la salue. On la salue, c'était juste pour te faire rire. Mais hey, si jamais tu me renvoies une réponse automatique ou une réponse d'Annabelle, je te parle plus jamais. J'essaie de répondre le plus possible. Je te niaise. C'est pas facile. C'est juste bien drôle. Écoute, tellement de fun. Hey, les gars, attends encore une fois, ben des questions, mais vas-y. Là, juste une vite qui vient de m'arriver sur Facebook, je la trouve vraiment bonne, faut que je le dise. Il y a Guy Lalande qui écrit « Hey les gars, pouvez-vous dire à Raphaël que si je gagne le Lotomax demain, je pense que c'est 60 millions, là, ben moi je vais le supporter, c'est sûr, je vais le commanditer. » Ça fait plusieurs personnes qui me disent ça, puis je leur dis « Faites attention à ce que vous dites, ça se peut que ça l'arrive. » Ouais, exact. Il va falloir que les bottines suivent les babines. C'est ça. Hey Raph, moi, je veux m'amuser avec toi, là. OK? Si n'importe quel pilote d'F1 fait une course avec toi de NASCAR, il va perdre, je suis convaincu. Mais on l'a vu, on parlait avec Carpentier, ils sont partis de la monoplace, ils sont allés à NASCAR, ils ont fait quand même assez bien. Là, vous avez à peu près la même âge, Lance Stroll puis toi. Normalement, eux autres, ils commencent karting F38, F3, F2, F1, puis ils ont une carrière. Toi, tu as commencé, comme tu l'as dit, à NASCAR pas loin de chez vous, puis Dieu sait comment tu as fait pour te ramasser là-bas. Ça serait quoi un terrain neutre pour mettre Raphaël Lessard dans un char, puis Lance Stroll dans un char, puis que le meilleur gagne? Ça serait quoi? Vous mettez-tu dans des bateaux? Vous mettez-tu dans des chaloupes avec un 15 forces? En karting? Qu'est-ce que je fais si je veux voir ça? Honnêtement, je sais pas. Je pense qu'il faudrait vraiment faire de quoi qui est pas monoplace et style NASCAR. Peut-être, je sais pas, des courses de side-by-side, du rallycross, ça serait incroyable. Mais honnêtement, je sais pas. C'est sûr que si je vais dans une monoplace avec lui, je pense que c'est sûr qu'il gagne. Mais s'il vient sur une voiture NASCAR, je pense que j'ai des bonnes chances de gagner et d'être plus rapide. Parce que, tu sais, c'est deux mondes différents. Mais il reste qu'un bon pilote va être bon dans tout. Tout ce qui embarque, qui a un volant, un moteur, il va être capable un excellent pilote va avoir la vitesse innée que dès qu'il embarque dans quelque chose, que ça soit... il va faire 4-5 tours, puis après ça va prendre... il va tout de suite être dans des temps rapides. Puis c'est juste côté course comme Lance Stroll, c'est sûr qu'il embarque dans une voiture NASCAR puis il va être très rapide. Mais côté pilotage dans une course, ça se pilote vraiment différent qu'une monoplace. Comme moi qui serais sûrement pas capable vraiment de m'adapter à ce style de pilotage-là en pas longtemps. Là. Ah ouais. Puis tu penses quoi des critiques? Tu sais, souvent, on entend beaucoup de critiques contre Lance Stroll. Les gens ont pas l'air de comprendre qu'il est parmi les 20 meilleurs pilotes de monoplace au monde. Et malgré tout, c'est pas assez. Puis, tu sais, je sais pas pourquoi. Toi, t'en as pas de critiques. Fait que t'en entends, par contre, sur Lance Stroll. Qu'est-ce que tu penses de ça? Le gars, il a ton âge, t'es un kid, puis le monde, soit par jalousie ou whatever, fesse dessus. Je dirais que... dans tout ce qu'on fait, j'ai appris ça. J'en ai des critiques, puis on en a eu des critiques en masse, puis faut juste pas les écouter, le monde qui font des critiques. Souvent, c'est du monde qui sont assis à la maison devant leur ordi, puis c'est juste ça qu'ils font, dire des critiques. Puis faut pas s'arrêter à ça. Regarde, moi, je suis un gars qui est positif, qui regarde le positif, puis Lance Stroll, s'il est rendu là, je pense que c'est à cause qu'il est bon, parce que pour être rendu en Formule 1, veut pas, je pense que oui, son père, il est très fortuné,
mais même si son père est fortuné, c'est pas son père qui le fait gagner des courses, qui l'a fait gagner des courses, c'est Lance Stroll qui a gagné la course. Fait que je pense que c'est un bon pilote, surtout qu'est-ce qu'il a fait sur la pluie, comme Patrick disait tantôt. Je me rappelle plus quelle course que c'était, mais il était premier sur la pluie. Puis sur la pluie, c'est glissant. Il faut vraiment que tu sois doux avec tout, puis il faut que tu fasses attention. C'est presque comme sur la glace, puis il était premier en Formule 1. Fait que, il y a quelque chose qui fait de correct, ça, c'est sûr. Deux petits commentaires rapidement, parce que là, le temps file vite. Il y a Marco Hood qui écrit « Vraiment sympathique, le jeune homme, et pour moi, il est devenu un excellent ambassadeur pour tout le Québec et j'espère que les entreprises vont le supporter pour lui permettre de participer aux 22 courses la saison prochaine. » Michel Tremblay, un autre commentaire « Hey, j'étais à Daytona en février et quelle fierté de voir un jeune homme du Québec comme ça performer. C'était vraiment trippant. » Une petite question rapide pour ma part en terminant. Raphaël, là, ça vient de se terminer, mais ta prochaine saison, ça débute quand? Est-ce que c'est en février? C'est bien ça? Oui, le 12 février. Le 12 février à Daytona, encore une fois. À Daytona? C'est ça. Toujours à Daytona, la fin de semaine du Daytona 500. Puis merci aux deux personnes pour les beaux commentaires, encore une fois. Je pense que les gens, il y a beaucoup de gens qui te découvrent. Oui, je pense que... Oui, bien, c'est sûr qu'il y a des gens qui le découvrent. Ça peut m'aider à aller chercher des partenaires puis une bonne visibilité. Je suis bien content. Puis c'est sûr, moi mon but aussi... On est là pour ça. Mon but aussi là-dedans, c'est d'être capable de démontrer au monde c'est quoi le NASCAR puis d'emmener de plus en plus de fans au Canada du NASCAR. Tu sais, comme là, c'est Lance Stroll en Formule 1, mais mon père m'a toujours dit, regarde, il dit, moi, j'étais pas un fan de la Formule 1, mais quand que Gilles Villeneuve ou Jacques Villeneuve étaient en Formule 1, je me levais la nuit pour regarder. Puis ça serait le fun un jour que le monde au Canada pourrait avoir un engouement comme ça pour le NASCAR. Ah oui, ça serait pas mal cher. Puis, tu sais, pour faire connaître nos pilotes canadiens, je t'ai dit, on va organiser une course avec toi, puis Lance, de Big Wheel ou de Skidoo. On va demander à mon oncle Jacques d'organiser une course de Skidoo, de Big Wheel, de Sidoo, de Ski Nautique, Ski Alpin. Tu sais pas, on va trouver de quoi. Puis là, tout le monde va apprendre à le connaître, puis ça va être le fun, puis on va pouvoir avoir du plaisir. Hey, Caroline, qu'est-ce que tu vas. T'es en congé jusqu'en février, fait que t'es de retour en Beauce. On oublie, là, mais t'es un kid, là, t'es jeune, là, tu vas passer Noël avec ta famille, tes parents. Leur demandes-tu encore des cadeaux de Noël ou un gars qui chauffe un char de 100 000 et il dit, tu sais, achète-moi une cassette de PlayStation, je sais pas, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai jamais vraiment demandé de cadeau de Noël parce que mon cadeau de Noël était de pouvoir faire des courses à toutes les années. Fait que ça j'en avais déjà assez de ça. Mais moi, je vais juste passer du temps en famille avant que je retourne aux États-Unis. Cette année, j'ai passé ma première année à temps plein aux États-Unis. Fait que là, je sais que l'année prochaine, ça va être la même chose. Puis le temps que je suis ici, je vais en profiter pour voir le plus possible ma famille. Aussi, je vais continuer mon entraînement. Je m'entraîne à tous les jours pour être prêt physiquement et en forme pour quand la saison va débuter. Puis je vais essayer de commencer à étudier tranquillement, pas vite, les courses. Là. J'essaie de faire une petite pause pour me changer les idées un petit peu. Mais dans pas long, je vais recommencer à étudier les courses puis étudier mes courses de cette année, voir qu'est-ce que je peux améliorer pour l'année prochaine. Raphaël, j'avais parlé de toi à Paul Hood au 98.5. On a décidé de t'appeler ce matin-là pour te passer en entrevue. Yannick a dit ça va être une excellente idée de rentrer Raphaël Lessard dans le show aujourd'hui. Puis je pense que je ne l'ai pas regretté 2 fois. Mon chum, tu m'as fait découvrir Canac pour vrai. Puis je te souhaite bonne chance dans tout ce que tu vas faire dans tes courses. Puis continue à être aussi radieux, pétillant et tout ce que tu fais. Puis bonne chance pour le reste. Un gros merci à vous. Puis même, attends, Martin, juste avant que tu partes, Raphaël, là, moi, je lance une perche comme ça en direct. Là. Ce qui serait vraiment cool, là, le week-end de course à Daytona, je sais que tu vas être bien occupé. Mais nous autres, on est là du lundi au vendredi. Ça serait le fun un midi, là, après ta course là-bas. Ça a bien été ou pas bien été, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on se parle. On va te booker, puis on veut rejaser avec toi comme ça un midi après la première course de la saison avec ta nouvelle équipe. C'est un deal, ça? Ouais, ça me va. Bien correct avec ça. Hey, excellent, ben non, mais Raphaël, merci. Yann, il pourrait nous FaceTimer de même avec son suit, là, genre 30 secondes. Hey les gars, c'est fini, j'ai chaud, je suis tanné, je voulais juste vous dire salut. Ouais, mais c'est le dimanche. C'est parce que le dimanche, on n'est pas là.
On va le faire le lendemain. Ah, OK. C'est bon. Ça All right, va, d'abord. Raph, un gros Salut, merci, Raphaël. puis prends soin de toi. Merci. Bye. Joyeux Noël. Salut. Commencez à dire Joyeux Noël. On est rendu au mois de décembre. Ouais, demain. C'est correct. Hey, c'était-tu le fun, ce show-là, aujourd'hui, avec Pat et Raphaël aussi? C'est incroyable, hein? C'est un jeune homme qui est voué à un bel avenir, pas seulement avec son talent. Tu as vu la personnalité de ce bonhomme-là, toi? Ouais. Moi, là, être propriétaire d'une entreprise qui a les moyens d'investir dans le sport, c'est certain que je voudrais m'attacher à un gars comme ça. Parce que il a une bouille sympathique, petit gars intelligent. C'est un vrai le Québécois, là, un gars qui a des bonnes racines, qui a des bonnes valeurs. Puis il vit aux États-Unis maintenant pour pouvoir vivre de son sport. Moi, j'encourage fortement les entreprises, les gens à aller derrière Raphaël Lessard, de faire un peu comme Canac le fait. Je pense que ça va être bien le fun. Puis là, on va y parler après sa première course. J'ai pris un peu comme ça en direct, mais je savais qu'il était pour dire oui. Donc, ça va être bien le fun. Tu sais, le 13 ou le 14 février, là, on va jaser avec lui au lendemain du Daytona 500. Je pense que ça va être bien le fun. On va créer une petite habitude avec. Juste un petit coucou. Mettons qu'on parle avec Guy Boucher, là. Puis là, il arrive, fait dire bonjour. Non. Hey, tu penses-tu que Canac nous commanditerait? Oui, c'est le fun. Je ne sais pas. C'est vrai qu'on est aussi performant que lui, mais on est un petit peu moins international. Oui, un petit peu moins. Mais c'est pas grave. Anyway, on a eu du fun. Hey, écoute, merci les beaucoup. photos de l'accident de Romain Grosjean sont spectaculaires. Puis on n'a pas parlé avec Pat, c'était super. Je te laisse dire bonjour merci, puis bonjour à tout le monde, puis je vais finir. Oui, exactement. Donc, comme à l'habitude, je remercie Valérie à la mise en onde, réalisation, Joël aux médias sociaux, toute l'équipe de production à RDS, derrière la caméra, qui font un travail remarquable. Merci également Bruno Monpetit, Christian Daou pour avoir booké ces invités-là aujourd'hui. On leur lance des idées, les gars travaillent fort, ils se mettent sur les téléphones, puis on réussit à avoir Pat, puis avoir Raphaël comme ça. C'est bien, bien apprécié. Et merci à vous tous d'avoir pris le temps de nous regarder, de prendre le temps de nous écrire également, envoyer vos commentaires et questions. C'est très, très apprécié. Demain, Gaston Terrien, Éric Bélanger avec nous. Bon, ça va être le fun, ça va être un bon show. Merci à toi, Yann, et à tous nos jaseux. Et merci à eux de me donner des idées pour fermer le show, pour juste te donner un petit punch avant que ça finisse, ce show-là. Et à tous ceux qui n'aiment pas le fait que j'aime pas Cole Caulfield. Combien de points en fin de semaine, puis il a fini moins combien? Bye, on jase demain. Salut, bye.